Les quartiers populaires passent-ils à droite? Les banlieues autrefois rouges sont-elles en train de virer bleu? Traditionnellement, les populations héritières de l'immigration, très présentes dans les quartiers dits populaires, ont plutôt voté à gauche. En 2012, par exemple, Hollande l'emporte très largement dans des villes comme Grigny, avec 44,60% des voix, Saint-Denis, ou encore à Bobigny, où il obtient près de 48% au premier tour des élections présidentielles. Alors si c'était bien sûr un plébiscite pour lui, c'était finalement le rejet de Sarkozy. Historiquement, ces banlieues rouges implantées dans des villes ouvrières ont développé des accointances naturelles avec les valeurs communistes et puis plus tard socialistes. Autre raison, la densité du tissu associatif en banlieue, dominée essentiellement par une sensibilité de gauche. Mais aujourd'hui, les choses semblent évoluer. Parmi les marqueurs de ce changement, le goût assumé pour l'entrepreneuriat dans les quartiers. Jusqu'ici peu visible, aujourd'hui, on peut dire que les quartiers sont des fourvoyeurs d'entrepreneurs. Selon les boutiques de gestion, un réseau d'accompagnement à la création d'entreprises, près de 30% des boîtes lancées le sont dans des quartiers populaires. Avec 50% de taux de chômage dans certaines zones, l'entrepreneuriat, c'est aussi une façon de se réinventer, de sortir de la politique de perfusion entretenue, comme certains le disent, par le Parti socialiste. Car l'entrepreneuriat, ça change le rapport au pouvoir. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Samira Guérouge. Vous êtes élue à la mairie de Clichy-sous-Bois, vous avez fait déjà 2 mandats et vous réfléchissez aujourd'hui à prendre un peu de distance avec le domaine politique, vous nous expliquerez pourquoi. Yacine Lamaoui, vous êtes vice-président du think tank France Fière, qui est un think tank qui se réclame clairement de droite et qui se dit patriote. Mehdi Boutekmez, vous êtes élu local indépendant à la mairie de La Courneuve dans le 93. Et Rosa Méziane, vous êtes entrepreneur engagé. Alors j'ai envie de vous poser une question pour commencer cette discussion. On va commencer par Samira Guérouge. Est-ce que parler de droitisation des quartiers aujourd'hui, cela relève de la réalité ou plutôt du fantasme ? Alors, je ne sais pas si le terme exact est effectivement droitisation des quartiers, puisqu'aujourd'hui, on assiste plutôt à une déception du politique au sens large du terme, c'est-à-dire gauche-droite. On a vraiment des préoccupations terre à terre dans les quartiers, c'est-à-dire que les préoccupations aujourd'hui, c'est de remplir concrètement le frigo, de savoir comment on va manger, comment ça va se passer, si on va être logé, etc. Et finalement, les préoccupations politiques au sens large, elles influent peu sur ces préoccupations de terrain. Effectivement, les gens, on les sent beaucoup plus engagés au niveau local, puisque là, il y a du concret et ça se manifeste dans les politiques qui sont mises en place au niveau local. Mais par contre, pour le national, on est sur voilà, un monde éloigné finalement, pas une utopie, mais un peu abstrait, quoi. Voilà, effectivement, c'est pas quelque chose qu'ils peuvent palper, même si effectivement les lois qui sont votées, les députés, les sénateurs ont une influence concrète sur le quotidien, mais c'est pas ce qui préoccupe aujourd'hui les gens, en tout cas de ce que je peux observer au niveau de ma ville. D'accord. Yacine Lamaoui, on le sait historiquement, le vote populaire était plutôt marqué à gauche. Aujourd'hui, vous allez certainement nous en parler mieux que personne, parce que vous êtes vraiment du terrain et vous êtes clairement à droite. On a presque l'impression que c'est un gros mot de le dire, mais... Oui, c'est un gros mot parce qu'on n'a pas l'habitude. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, moi, je voudrais, comme en guise d'introduction, revenir sur le terme quartier et droite. Le sujet est un peu politique, mais il faudrait revenir sur l'histoire et la littérature des quartiers dans la France. Il faut savoir que les quartiers ont toujours été, entre guillemets, stigmatisés, relégués, enclavés. Il y a 4 périodes, si vous voulez, dans le siècle dernier. Entre 1900 et 1920, il y avait une gestion plutôt technique, traditionnelle de création de logements. Il y avait de la pénurie, il y avait des thématiques de santé publique. Et donc, il y a les premières lois Ribot, premières lois Siegfried, premières lois Bonnevet dans les années 20, carrément, qui ont créé les premiers offices publics communaux. Et puis après, il y avait l'entre-deux-guerres, voilà, où la France a commencé à recueillir beaucoup d'immigrés espagnols, etc., et italiens aussi, avec le régime de Franco, par exemple. Et du coup, il y avait beaucoup plus de monde que prévu dans les périphéries des grandes villes. Voilà. La question des quartiers a toujours été une question problématique en France. Il ne faut pas croire que les soubresauts, les difficultés, les injustices d'aujourd'hui datent que d'aujourd'hui. Oui, la France a toujours eu du mal, comme dans tous les pays occidentaux, a toujours eu du mal à gérer, à juguler, si vous voulez, les populations qui arrivent dans ces quartiers-là. Jusqu'à, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, il y a Charles de Gaulle qui est arrivé au pouvoir et qui a instauré une nouvelle vision de la politique de la ville. La gestion des quartiers, c'était plutôt sécuritaire.
Voilà. Finalement, la politique publique en France depuis ces 70 dernières années, ça a toujours été pour gérer les populations qui, au début, c'était juste pour créer des logements, les faire habiter. Ensuite, il y avait la question de mettre des services publics, des équipements, etc. Et troisièmement, après, ils ont vu que mettre des nouvelles populations à cet endroit-là, loin des villes, et ça générait, il y avait des mauvaises finitions dans les logements, il y avait beaucoup d'insalubrité, beaucoup de chômage. Et après, dans les années 70, justement, là, il y a eu les premiers plans. On a créé les zones urbaines sensibles, on a créé le plan d'occupation des sols. Et dans les années 70, justement, l'État a dit, bon, bah, maintenant, je vais faire des aides à la pierre pour que les constructeurs et les promoteurs construisent des logements. Et l'État va s'occuper des hommes, des femmes, des enfants, l'aspect social et économique. Et c'est là que l'APL arrive, les APL, les aides au logement, en 77. Et maintenant, jusqu'en 2006, où on a instauré des milliers de comités théodules, des agences, le conseil interministériel des villes, la zone urbaine sensible, les zones d'aménagement concerté. Donc il y a eu pléthore d'acronymes pour gérer ces cités-là et ces grands ensembles-là. Par exemple, la Sonacotra et l'appel de l'abbé Pierre dans les années 50 aussi. Voilà. Bref, juste pour vous dire que les problèmes actuels, ce sont des problèmes qui datent d'une centaine d'années, que l'État, la puissance publique a toujours eu du mal à juguler et à appréhender ces phénomènes-là. Et effectivement, face à la défaillance de l'échelle publique, il y a eu une transformation, il y a eu un second passage à la politique. Ils se sont mis à faire de la politique. Mais justement, sur le rapport en fait, à ces quartiers dits sensibles qui ont toujours été, effectivement, comme vous le rappeliez, sensibles, toujours, ouais. problématiques en tout cas, il y a quand même eu une inclination naturelle plutôt pour les valeurs de gauche. Enfin, vous pouvez répondre peut-être, Rose, aussi, et ensuite Mehdi. Non, en fait, c'est la gauche, une fois arrivée au pouvoir dans les années 80, si vous voulez. Mitterrand, voilà, qui a senti qu'il y avait de la frustration et du ressentiment de ces quartiers-là, qu'on en a trop fait, si vous voulez, d'un point de vue technique et patrimonial, et il fallait agir sur l'humain. Le problème, c'est qu'ils ont une vision plutôt, en tout cas, tout le moins assistana, d'assistance. Je veux bien qu'on en parle, justement. Quand vous dites assistana, qu'est-ce que vous entendez? Non, par exemple, c'est que pour sortir ces gens-là de ces zones pauvres, on a instauré, si vous voulez, des revenus de transfert. C'est le RMI qui arrive en 88. On a créé aussi les zones urbaines sensibles avec des contrats de ville. C'est là où la ville va contractualiser avec d'autres échelons, comme la région et le département, pour faire converger des fonds publics en vue d'enrayer la délinquance. On a bien vu que finalement... Voilà. Le premier plan, la première vie, voilà, par exemple, la première analyse économique à l'échelle de ces quartiers-là date de 93. Nous sommes en 2017, c'est très récent. On a injecté 9 milliards de francs à l'époque, en 93, à travers le PLI, les fameux plans locaux d'initiative par l'économique. Voilà, donc c'est assez récent en fait, la vision économique de monter vers le haut. Et la traduction politique là-dessus, effectivement, c'est d'abord l'abstention. Parce qu'au début, avant, il n'y avait pas que des Français à l'époque, il y avait beaucoup d'immigrés nord-africains, etc. Ensuite, c'est vrai que la gauche, c'est historique, la droite a toujours géré à l'échelle nationale le pouvoir. À gauche, c'est plutôt à gérer les structures communales et intercommunales. Et du coup, on a plutôt politisé pour avoir des clientèles électorales. Voilà. La droite aussi, on a joué. Hein, voilà. Mais vous dire que voilà, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, il faut nuancer. Oui, c'est sûr. Mehdi Poutekmès, j'aimerais bien vous entendre sur ce que vient de dire Yacine et sur le fait que voilà, l'accointance naturelle des quartiers populaires pour la gauche, est-ce qu'elle est en train de changer ou pas? L'accointance naturelle, elle est liée aussi à un enjeu qui est bien plus important. Pour ça, il y a une petite nuance par rapport à ce que disait Yacine tout à l'heure. C'est qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance du rôle de l'usine, des syndicats, des partis communistes dans un vote ouvrier qui était particulièrement centré en périphérie des grandes villes, particulièrement dans le nord-est de la banlieue parisienne, dans le nord de la France. Et c'est là où finalement ce parquet aujourd'hui, ce parquet déjà à l'époque des grandes usines, avec les ouvriers qui devaient aller à l'usine. Et aujourd'hui, on a les grands ensembles qui ont suivi dans la suite historique finalement de la désindustrialisation d'abord de la région parisienne et ensuite de la France. Donc aujourd'hui, ce qu'on hérite comme un vote particulièrement ancré à gauche, qui serait naturellement de gauche et ainsi de suite, est lié aussi à une histoire ouvrière qu'il ne faut pas négliger dans tout ce qui s'est fait. Oui, c'est ça. Et ça, c'est important. C'est plus qu'une captation. Il y a eu aussi une organisation interne et aussi une lutte qui s'est mise en place face à un patronat, etc. Après, voilà, c'est toute l'histoire un peu du Parti communiste en France, particulièrement, et surtout après la guerre, où le Parti communiste est le premier parti de France. Et là où il y a une nuance qu'il faut aussi apporter, c'est que d'un côté, on a certes le général de Gaulle qui crée un État centralisateur très puissant, en réaction à la 4e République et cet échec qui a un peu traumatisé tout le monde d'avoir une impossibilité en France de créer un État stable, alors qu'ils ont très peur du contexte géopolitique qui se met en place, la guerre froide, etc. Donc le général de Gaulle, oui, met en place un État fort.
Mais à côté de ça, les communistes aussi prennent des villes et aussi changent ce que veut dire gérer une ville. Ce n'est plus la même chose qu'avant. Ils initient aussi des politiques jeunesse, des politiques sportives, et ainsi de suite, ce qui n'était pas là avant. Et donc aujourd'hui... Qui sont aujourd'hui un peu décriés, quoi. Je veux dire, on parlait de parce que c'est ce qui est à l'air caractéristique d'une politique de gauche. Et aujourd'hui, on peut voir que les communistes ont réussi leur premier projet politique au niveau local, puisqu'ils ont réussi à changer l'ensemble de la conception politique d'une gestion locale. Tout le monde aujourd'hui va pratiquer, appliquer des politiques sportives, des politiques de jeunesse, des politiques culturelles dans des villes. Et c'est là où les communistes particulièrement avaient innové à leur époque. D'accord. Rose, je veux bien vous entendre. Je suis assez d'accord sur le constat lié au quartier qui était essentiellement à la base ouvrier, et puis aussi suivi de vagues d'immigration. Donc, ce que je relève, moi, c'est que on a aujourd'hui, on avait historiquement un vote qui était relativement affectif. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On n'est plus dans un vote affectif vis-à-vis de la politique. J'ai très souvent entendu des personnes des anciennes générations qui disaient de manière très basique la gauche nous aime, la droite nous aime pas. Oui, la gauche c'est les gentils, la droite c'est les méchants. On l'a tous Donc entendu. on était dans un rapport très affectif en fonction des politiques. Et en fait, les politiques auraient voulu que ça perdure. Chose qu'aujourd'hui on n'a plus, parce qu'on a une défiance vis-à-vis déjà du politique de manière basique, mais encore plus vis-à-vis d'une politique de gauche qui a brouillé un petit peu les frontières, qui fait qu'aujourd'hui, je ne pense pas que les quartiers basculent à droite, puisque c'est le sujet aujourd'hui. En revanche, je pense que beaucoup, si historiquement avaient des accointances vis-à-vis de la gauche, commencent à s'en retirer, soit via l'abstentionnisme qui évolue d'année en année, d'élection en élection, soit tout simplement en étant sur des réalités très pragmatiques. Bien évidemment, l'essor par le sport ou la culture a fonctionné un temps. Aujourd'hui, vous parliez d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, clairement, la réalité, c'est comment je travaille, comment je m'émancipe et comment je construis une vie sociale et professionnelle. Et donc, de ce fait, on peut avoir une volonté beaucoup plus libérale. Et donc, c'est pour ça qu'on a la sensation que les gens de quartier basculent un peu plus à droite. Non, je pense que les gens de quartier ont exactement les mêmes envies, les mêmes problématiques qu'ailleurs en national. Donc, ils sont alertes sur des questions d'emploi, d'entrepreneuriat, d'éducation, de logement, de sécurité. Et de ce fait, ils réfléchissent beaucoup plus sur ces thématiques propres et moins avec le cœur ou l'affection ou quelque chose qui serait historiquement transmis par leurs parents. Mais est-ce qu'on peut dire que, alors du coup, ça serait plus un vote pragmatique pour ceux qui commencent à aller plus vers la droite plutôt qu'un vote de valeur en fait? Parce que finalement, les valeurs de gauche, elles colleraient plus à l'état d'esprit dans les quartiers. Est-ce que c'est définir déjà? Moi, je ne suis pas sûre que ce soit un vote pragmatique. Ça sera un vote par défaut, peut-être, ou pas du tout. C'est-à-dire que l'abstentionnisme bat des records, effectivement, et on le voit bien, que ce soit d'ailleurs sur des élections locales, législatives ou nationales. C'est quelque chose qu'il faut gangréner, mais aujourd'hui, on se rend compte que les différentes politiques gauche-droite ont échoué sur la thématique des quartiers, mais parce que moi, en fond d'écran, je me demande s'il y a une réelle volonté de sortir ces gens-là des quartiers. On a mis beaucoup d'argent sur les différentes politiques de la ville. On a ramené les services publics dans les quartiers de façon à ce que finalement les gens restent dans le même quartier, qui est tout à domicile. Donc finalement, ils n'ont pas la possibilité, ou très peu, de côtoyer d'autres gens, d'avoir des débats, des discussions, etc. Et on les maintient sur un périmètre certain. Alors parfois à coup de perfusion, parfois à coup d'aide, etc. Mais finalement, on se rend compte que ces gens-là, puisqu'ils sont déçus de la gauche et de la droite, ils ne votent pas. Et finalement, ça sert aujourd'hui des partis politiques, aujourd'hui la droite en l'occurrence, parce qu'il y a une grosse déception de la gauche, mais dans 10 ans, dans 15 ans, ça sera inversement. Donc je ne suis pas sûre aujourd'hui que ce soit un vote pragmatique. Qui veut réagir
Je tiens à dire quand même que le vote, c'est le dernier étage du silo d'une émancipation citoyenne. C'est que ces quartiers-là, depuis maintenant, encore une fois, une cinquantaine d'années, concentrent tous les indicateurs socio-économiques au rouge, quoi. C'est que la culture du vote n'est pas encore acquise. Elle commence à prendre forme parce qu'effectivement, il y a des initiatives citoyennes, on va en parler, je suppose. Il y a ici ou là certains bureaux de vote qui tendent plutôt vers la gauche, mais la tendance de fond, c'est l'abstention parce que la culture du vote n'est pas encore arrivée. Elle s'installe bien sûr parce que nos parents, encore, il y a quoi, 2-3 générations que nous sommes arrivés aussi. L'immigration nord-africaine s'est installée assez récemment dans l'histoire de France, hein. Voilà. Donc ça met du temps à se convertir. Et troisièmement aussi, c'est que face à ce qui nous arrive, c'est plutôt une chance pour les quartiers. Je peux faire le parallèle avec l'Afrique, si vous voulez. C'est que les pays développés sont en assèchement de finances publiques. Il n'y a plus d'argent pour faire vite. Et quand il n'y a plus d'argent pendant longtemps et que ça se déverse sur tout le territoire, aussi bien dans le bassin sidérurgique de la Moselle ou du Nord, etc., qui tendent plutôt vers l'extrême droite, ben les quartiers, eux, ils n'ont pas eu de tradition politique électorale. Ils ont une tradition de responsabilité individuelle. Puisque l'État central ou les politiques publiques à mon endroit ont été en faillite, alors je m'organise tout seul. Ça passe par la raison médiée sur les réseaux d'initiatives populaires initiés originellement par l'extrême gauche, mais ça passe maintenant aussi par la prise en main du simple VTC, en passant par des soutiens scolaires, sans finances publiques, sans subventions. Donc, si vous voulez, ils sont en train d'horizontaliser la verticalité qui s'est trouvée en faillite, quoi, si je peux imaginer les choses. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est par rapport au vote. Je pense que le vote est devenu affectif à partir des années 80-90. Mais avant, le vote de gauche, avec des guillemets, a toujours été un vote pragmatique. C'est la capacité à obtenir concrètement des résultats qui facilitaient, pas simplement facilitaient, mais parfois qui même enrayer des injustices sociales et économiques. Cette capacité aujourd'hui à défendre les intérêts des classes populaires, des habitants les moins favorisés, même si ce mot-là ne veut rien dire, puisqu'on dirait qu'ils n'auraient pas de chance. Non, même si... Qui partent avec des handicaps voilà, même si au départ, on va dire. Avant, il y avait cette capacité à réaliser quelque chose, il y avait un vote qui se cristallisait autour. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et l'échec, aujourd'hui, qu'on voit des différents gouvernements PS, et de gauche, lorsqu'il y avait cette gauche plurielle, rend aujourd'hui participe le plus, je pense, de l'abstentionnisme. De la même manière qu'on peut analyser l'abstentionnisme à mesure proportionnelle de la désyndicalisation. La capacité aujourd'hui à obtenir concrètement des avancées sociales, elle est remise en cause. Et lorsqu'on a en plus un gouvernement qui se dit social-démocrate, qui fait passer des lois de travail et ainsi de suite, quoi qu'on pense, hein, quelle que soit son orientation politique sur la question, mais on a aujourd'hui une vision où les couches, les classes, les couches de la population, les habitants les plus populaires, et bien finalement, se méfient et se désengagent d'un vote de gauche et vont parfois aller là où il faut sanctionner, et soit à l'extrême droite, puisque c'est une colère où il y a un affectif qui est toujours préservé, puisqu'on a l'impression qu'on ne va pas réellement faire perdre la gauche si on vote à l'extrême droite. Et là où certains veulent vraiment que ça change, et ils ont une proposition qui est directe et qui est implantée depuis longtemps, voter à droite et faire basculer, dans beaucoup de cas, leur ville, leur canton, leur circonscription, et ainsi de suite. Finalement, aujourd'hui, on a le sentiment quand même, et ce n'est pas le sentiment, c'est un fait, autant jusque dans les années 70, c'était les anciennes générations de populations immigrées issues de l'immigration maghrébine. C'était les parents, en fait, qui n'étaient pas français, qui ne votaient pas. Aujourd'hui, ce qui change, c'est qu'on a des Français héritiers de l'immigration, je ne dis plus issus de l'immigration, je vous préviens, donc héritiers de l'immigration maghrébine, et qui sont français, qui votent et qui, justement, changent la donne, la cartographie électorale. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut répondre? Déjà, oui, il y a une tendance de fond, c'est que nous, les Français nés en France, voilà, de parents étrangers, encore une fois, nous avons aussi profité quelque part d'une mondialisation. C'est-à-dire qu'on est mieux éduqués qu'auparavant, on est mieux soignés, on a plus de dispositions d'émancipation que nos parents qui sont venus, eux, à titre normalement provisoire et pour un but précis, c'est-à-dire la main-d'œuvre. Nous, nous sommes nés ici, nous avons vocation à vivre, construire nos familles et mourir ici, normalement. Et du coup, on ne pense pas la même chose, hein, le rapport au sol et à notre vie, que nos parents. C'est pour ça que, justement, d'abord, le vote arrive qu'en dernière ligne, je dirais, de la citoyenneté. Ils veulent d'abord être contributeurs. Et c'est les premiers, mine de rien, avec la fameuse marche de l'égalité. Pour l'égalité. Voilà. Mine de rien, ça veut dire que c'était peut-être les premiers
qui ont mis un coup de pied à la fourmilière de la puissance publique, si vous voulez, Ça a été pour l'éveil réclamer de citoyen. l'égalité, des droits, pour réclamer, si vous voulez, voilà, une politique publique digne pour tout le monde. Et je dirais quelque part, c'est que c'est quand même, encore une fois, l'organisation de terrain, voilà, qui remet en cause, encore une fois, la centralité du pouvoir. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Les quartiers ont toujours été les parents pauvres de la politique. Et avec ce qui se passe, encore une fois, la crise, le chômage, les mutations technologiques, etc., il se dit, puisque l'État ne s'occupe pas de moi, moi, je vais me prendre en main. Mais ça ne veut pas forcément dire une réappropriation par le vote. Le vote, pour l'instant, c'est vrai qu'il a peut-être été affectif par rapport à nos parents et autres. Hein, je mets entre guillemets ces termes-là. Mais moi, je trouve que c'est même une donnée inconnue dans le chemin de ces jeunes-là, en tout cas, qui veulent vivre par eux-mêmes. Voilà. Il y a le vote que de manière sporadique, peut-être à droite, mais c'est souvent lié à des. Comme un outil de changement. Voilà, c'est souvent lié à des rapports de force contextuels, informels, pour battre le maire sortant, etc. Voilà. Après, des stratégies clientélistes. Ça part vraiment du local. Oui, voilà, c'est le local, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a quand même une réalité. Parce qu'on est effectivement, on a eu accès à l'éducation gratuite, il y a quand même une émancipation de ces héritiers de l'immigration. Et donc cette émancipation, elle amène à quoi? Même si effectivement c'est le sommet de la pyramide en termes d'évolution. Aujourd'hui, c'est une réalité depuis l'ère Sarkozy, si on peut l'appeler comme ça. Il y a une volonté d'être décomplexé sur le fait de voter à droite. Ah oui, vous trouvez que c'est depuis Sarkozy? Oui, clairement, aujourd'hui, il était... Enfin, moi, en tout cas, je ne vais pas être avec de la langue de bois. Il était bling-bling, c'est vrai qu'il a attiré. Dans les quartiers, peu assumaient anciennement de voter à droite. Parce qu'effectivement, il y a eu tout un apport de la gauche vis-à-vis des quartiers. Et certains ont commencé de plus en plus à l'assumer. Donc ça, c'est une réalité. Juste, pardon, je vous coupe, mais pourquoi on ne l'assumait pas de voter à droite Parce qu'il y a eu un fort apport de la gauche et des communistes à destination des quartiers. Fort rapport, bon, le mot est un peu gentil, non les avancées sociales. L'achat. Non, mais on ne va pas se mentir. Après, on peut aujourd'hui taper assez facilement sur la gauche. Mais, oui, qu'on ait été sous perfusion, c'est une chose. En revanche, les avancées sociales, historiquement, elles sont quand même venues de la gauche et je pense qu'il ne faut pas en être hypocrite. Oui, enfin, en même temps, vous pouvez parler avec des gens issus de l'immigration qui vont vous dire le RMI en 88, c'est une aberration. Ah non, mais bien entendu, mais on ne peut pas mentir. Enfin, à mon sens, ce serait mentir que de dire que les avancées sociales sont venues, ne sont pas venues de la gauche. Il y en a eu et elles sont réelles et du coup, elles sont ancrées aussi dans l'inconscient des Français et encore plus dans l'inconscient des Français de quartier. Ça, c'est une réalité. D'où cette gêne de voter parfois à droite dans les quartiers. Et je pense que celui qui a amené, en tout cas, ce côté décomplexé du fait de voter à droite et notamment dans les quartiers, ça reste Nicolas Sarkozy, parce qu'en plus, il a eu une main tendue vis-à-vis de ses héritiers en nommant des ministres ou des secrétaires d'État, comme on dit, même si j'aime pas cette formule-là, issus de la diversité. Sur des ministères régaliens. Rachida Dati, ça reste quand même un vrai challenge de l'avoir nommé. Donc après, est-ce que c'était purement de la stratégie? Peut-être. En tout cas, il l'a fait et ça a aussi envoyé un message fort. Son côté décomplexé, hors cadre, et puis je n'ai pas fait l'ENA, moi aussi on ne m'attend pas, je suis un peu comme vous, ça a été aussi son discours vis-à-vis des quartiers, ça a plu, et il y a eu une résonance. Alors depuis... Il vous manque, non, Sarkozy? Non, il ne manque pas du tout, au contraire, j'en ai même écrit 2 lettres, 2 lettres ouvertes, donc c'est dire à quel point j'ai parfois quelques griefs à son encontre. En revanche, passé l'ère Sarkozy, parce qu'il y a eu un réel rejet, et vous l'avez rappelé en préambule, l'ère Hollande a effectivement déçu. Donc je pense qu'aujourd'hui, de la même manière que l'émergence de Nicolas Sarkozy, on a aujourd'hui un réel rejet de François Hollande. Et on estime aujourd'hui que les gens qui seraient plutôt ancrés historiquement à gauche basculent à droite. Non, je pense qu'on a aujourd'hui des gens qui réfléchissent aussi un petit peu plus et qui s'impliquent dans le jeu politique, c'est ce que dit Yassine Lamaoui également.
Qui veut réagir? Moi, j'aimerais bien dire un truc par rapport à Sarkozy et son Ouais, vote je veux décomplexé. bien, ça m'intéresse. Parce que Sarkozy a effectivement mis en place cette idée d'une droite forte, un vote décomplexé, etc. Mais Sarkozy, avant tout, ne s'adresse pas aux grands abstentionnistes des quartiers populaires. Il s'adresse à ceux qui vont voter dans les quartiers populaires et qui en ont marre d'un certain contexte social, d'un clientélisme, De la on s'entend que ça, voilà, oui. etc. Et surtout, ça vient après les révoltes urbaines de 2005. C'est Sarkozy qui vient à la Courneuve dire que je vais passer le Karcher. C'est Sarkozy qui se fait littéralement démonter à la Courneuve au niveau des élections. Donc, il a créé ce rejet. Parce qu'il a voulu décomplexer un type de vote, donc un type d'action auprès d'un certain électorat particulier, et c'est l'un des premiers à avoir compris que Le Pen en 2002 au second tour des élections présidentielles allait changer durablement le contexte et le paysage politique français. Et il a joué de ça. Et c'est ce qu'il a fait gagner d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il a continué, parce qu'on se rappelle souvent le Sarkozy de la fin, le Sarkozy ministre de l'Intérieur. On oublie le Sarkozy du début de son mandat, où il a quand même, dans son gouvernement, Bernard Kouchner, etc., etc. Donc il a essayé ses percées avec cette idée de la méritocratie. Et je pense que ça revient aujourd'hui, c'est lui qui a été, ça je suis totalement d'accord, qui a été le premier à essaimer ces idées de la méritocratie républicaine, qu'il a littéralement détruit lui-même à la fin pour capter des votes d'extrême droite. Mais il ne faut pas oublier cette idée que Sarkozy s'est toujours adressé, a toujours visé un électorat précis pour des intérêts électoraux spécifiques. Et c'est ça qui fait sa marque de fabrique. C'est que Sarkozy pouvait tenter une campagne de communication pendant une semaine, ça ne marche pas, il passe à autre chose. Il essaie de nouveaux éléments de langage et il passe à autre chose. Mais Il n'y a pas cette idée de quelque chose de concret, de structuré, de cristallisé autour de ce qu'il a laissé. Que Nicolas Sarkozy soit stratégique, c'est une réalité, mais je pense que ce serait être très naïf de penser que dans les autres partis et que les autres hommes politiques ne font pas de la stratégie. Et on le voit au niveau local, ça se saurait si un politique en local parlait à celui qui ne vote pas. Mais c'est pour ça que là, il y a... Même aujourd'hui, quand il y a une demande d'une personne, la première chose que regarde le maire, sans caricaturer, c'est de regarder si la personne est inscrite sur les listes. Et si elle a voté, si elle a signé. C'est pour ça que beaucoup de personnes vont voter. Aujourd'hui, de la stratégie... Mais surtout, c'est que malgré tout, il y a toujours cette idée, par exemple, dans le 93, on a une participation assez importante aux élections municipales, le reste a une abstention importante, et après, ça revient au présidentiel. Ouais, c'est présidentiel et municipal. Voilà, en fait, il y a quelque chose qui est deux particulièrement temps fort. Les présidentielles, les gens vont voter. Et comment vous l'expliquez? Parce qu'il y a cette idée que le président est une figure importante et à laquelle il se rattache directement. Donc là, on inverse un peu ces logiques de pouvoir et de hiérarchie. Voilà. C'est pas un peu la peur aussi de voir la droite arriver? Après, on peut voir la droite arriver, mais en tout cas, il y a une mobilisation. Quoi qu'il en soit, les gens vont voter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi voir cette désaffection du vote pour la gauche à mesure que la gauche est au gouvernement ou en opposition. Et nécessairement, il y a toujours un bonus aux élections décentralisées, si on peut dire ça comme ça, aux élections locales, pour ceux qui sont dans l'opposition et inversement. C'est pour ça qu'ils ont gagné aussi... Sur la participation, juste pour rebondir sur la participation... Juste Rosa Méziane et ensuite Samira Guerrouche. Effectivement, les présidentielles et les municipales sont là où on a le plus où on a un fort taux de participation, mais tout simple, de manière nationale, dans les quartiers ou non, tout simplement parce qu'il y a une mauvaise compréhension des autres élections. Vous faites juste un micro-trottoir et pas dans les quartiers populaires. Plus même comme en les plein cœur de Paris, départementales. vous leur demandez qu'est-ce que les cantonales. Très peu sont capables de départementales. Départementales. De la même manière pour les régionales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français, dans leur grande majorité, ne sont pas capables de définir en fait quelle politique va régenter telle élection. Et je pense que du coup, les municipales et les présidentielles sont relativement claires dans la tête des Français. C'est pour ça qu'on a un niveau de participation un peu plus important. C'est cette fameuse culture du vote qu'évoquait Yacine Lamaoui tout à l'heure. Il y a Samira Guerrouche. Moi, je voulais juste revenir sur ce que vous disiez, effectivement, le vote décomplexé de la droite, mais moi j'irais même plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un vote décomplexé de l'extrême droite. Ah oui. Il y a effectivement maintenant
plein de gens qui s'affichent FN, ou qui, même pas forcément par éthique, par valeur, etc., mais envisagent de voter FN, extrême droite, par sanction des différents gouvernements et des différents partis. Et le risque aujourd'hui qui se profile dans les quartiers, c'est qu'effectivement une petite poignée, ne serait-ce qu'une petite poignée, qui est plutôt mécontent de ce qui se passe, de la vie difficile, de la vie chère, de leurs conditions au jour le jour, vote vers l'extrême droite, aille vers l'extrême droite. Parmi les jeunes, enfin, j'allais dire les jeunes de quartier, ça ne veut pas dire Pas que les jeunes, moi je dirais, je cible pas que les jeunes, même effectivement des gens qui ont eu du mal à faire leurs études, qui ont eu du mal à effectivement trouver leur premier boulot, à s'installer, un logement. C'est des choses basiques, mais c'est des choses réelles. Et du coup, à un moment donné, ils sont lassés effectivement de voir ces batailles entre gauche-droite et vont vers un discours plus, comment dire, une accroche un peu plus simpliste. Voilà, elle a en rupture avec effectivement. Populiste, ça marche bien. Ouais. Mais après, je pense que c'est hypocrite de croire que dans les quartiers, les gens ne sont pas lucides. À un moment donné, on les a beaucoup abreuvés d'associations, de ballons, de terrains synthétiques et de djembé. C'est toute l'histoire du Parti socialiste dans les quartiers. Sauf qu'à un moment donné, ça ne nourrit pas. Et effectivement, les gens aspirent à beaucoup plus. Donc aujourd'hui, les gens de quartier populaire ne sont juste tout simplement pas dupes et sont moins enclins à voter à gauche parce qu'il y a une réalité ils sont confrontés au même problème que l'ensemble des Français. On sait, malheureusement, l'histoire nous le raconte, qu'effectivement, la pauvreté, la misère, l'immigration, l'exclusion, etc., ça a fait avancer, ça a fait mettre des pouvoirs extrêmes et fous. Oui, mais je pense que l'extrême, elle est aussi générée par une mauvaise politique de la gauche ou par l'hypocrisie aussi de la gauche. On en reparlera juste après, j'aimerais bien qu'on reparle de ça, mais juste avant, c'est bien de parler de ces débats-là parce que moi, je ne veux pas rentrer dans les stratégies de campagne des candidats, que ce soit Sarkozy ou Hamon ou Macron, parce que fondamentalement, une fois au pouvoir, je dirais, les quartiers, de manière homogène, reçoivent les mêmes types de politiques publiques, avec les mêmes dispositifs, les mêmes acronymes et les mêmes défaillances et les mêmes, échecs. Fondamentalement, le premier biais, et nous, entre guillemets, les leaders ou les militants ou les responsables associatifs ou politiques issus des quartiers, il faut quand même se débarrasser d'un truc. Les quartiers, ça ne veut pas dire noir et arabe. Il faut parler clairement. Non, parce qu'il y a un petit biais même entre nous implicite, il faudrait nettoyer ça. Les quartiers, ça veut dire quartier. Non, il faut nettoyer la sémantique, je dirais. Il faut retoiletter la sémantique à l'endroit des quartiers populaires, quartiers dits populaires. Voilà. Il y a une sémantique à régénérer et les gens qui sont issus de là-bas aimeraient quand même qu'à leur endroit, qu'on leur dise les choses vraies. Un quartier, ça veut dire quart, c'est-à-dire bout d'une ville. Quand vous allez à Vierzon, il y a des quartiers peut-être plus chauds que certains quartiers du 93. Quand vous allez à Angoulême ou à Épinal, je dirais juste que premièrement, les quartiers, c'est un terme géographique, c'est un bout de la ville. Deuxièmement, il n'y a pas que le même type de population à l'endroit de ces quartiers-là. Voilà. Je parle à l'échelle de toute la France et des territoires d'outre-mer. C'est peut-être pire. Je rebondis, je vous laisse finir, mais je rebondis juste sur ce que vous dites, le fait qu'on dise quartier populaire, mais ça renvoie aussi à ce tabou français qu'on a du mal à nommer les choses. On dit toujours la diversité pour dire les Noirs et les Arabes. Oui, donc c'est intéressant de dire. C'est pour ça que non, mais voilà. Je veux dire, les médias mainstream, même ça pour moi c'est stigmatisant, mais on en reviendra. Je dirais juste que depuis une cinquantaine d'années, on a l'habitude qu'à l'endroit des plus pauvres ou des plus précaires, on y adosse une sémantique, je dirais, stigmatisante et qui relaye, qui ne donne pas confiance, quoi. Donc, je vous l'ai dit, les zones d'éducation prioritaire, mine de rien, avec du recul, c'était un échec. Parce que c'est toujours à l'heure actuelle les zones qui souffrent de carences éducatives. Je dis juste, à l'échelle d'un quartier, il y a aussi des retraités, il y a aussi d'immigrés polonais, espagnols ou italiens. Il y a beaucoup de jeunes, dans ces jeunes aussi, il y a des Sri Lankais, d'origine hindoue, etc. Il n'y a pas que des Nord-Africains. Il faut vraiment qu'on se débarrasse. Il y a aussi des musulmans, mais encore une fois, vu que le fichage ethnique nous est interdit, on sait ici ou là qu'il y a des poches de Français confession musulmane dans des villes, notamment dans le 93, Mehdi peut en témoigner, mais dans d'autres villes aussi, à Montpellier ou dans le Petit Bar, un quartier difficile dans Montpellier. Voilà. Et troisième chose aussi, c'est que les quartiers dits populaires, depuis 30 ans, ont reçu au moins 100 milliards d'argent public. Ouais. On a eu beaucoup plus d'argent
que les quartiers non populaires, quartiers, c'est-à-dire résidentiels ou pavillonnaires ou ruraux. Parce que les problèmes non, mais s'y ça- accumulent ça- Pas du aussi. tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. On va laisser Pas finir du et tout. j'aimerais bien... Pas du- non, pas du tout. Là, Pas du tout, pas du tout. On le pas du laisse tout. finir rapidement. et ensuite, Les quartiers les plus pauvres de France ne sont pas nécessairement les quartiers du 93 ou du 91. Parce Oui, qu'à la leur endroit, ruralité, à leur endroit, bien sûr, ils ont mérité des politiques publiques et des milliards déversés, par exemple sur l'ANRU. Hein. La droite a peut-être eu plus une vision pragmatique, voilà, de désenclaver ces quartiers avec des rénovations urbaines, des nouvelles lignes de transport, etc. Hein. Là où la gauche, elle a plutôt eu des dispositifs d'accompagnement, d'assistance qui n'ont pas marché. Mais au même moment, il y a d'autres quartiers dans des villes centres comme Lyon et autres qui souffrent beaucoup plus que nous aussi. Voilà, il y a des indicateurs économiques et sociaux, des violences conjugales, des drames familiaux, vous en voyez tous les jours, qui souffrent à fond de Longwy, de Wapi dans l'Est. On ne va pas les stigmatiser. Voilà. Non, on ne va pas les stigmatiser, mais je veux dire, il y a des drames partout, voilà, et des difficultés économiques et sociales partout. Pas que dans les quartiers dits populaires. Quoi. En fait, le fait de parler des difficultés des quartiers populaires n'enlève en rien le fait qu'il y ait d'autres difficultés ailleurs. Non, c'est pour ça que Oui, justement, c'est c'est pour ça que Même si le débat Bien aujourd'hui sûr, est c'est pour lié ça au que- quartier populaire, ça n'enlève en rien. C'est comme le fameux débat entre la problématique des migrants, d'opposer ça au malheur des SDF. C'est exactement pareil. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est concentré sur effectivement les quartiers populaires parce qu'il y a une réalité, puis c'est le débat d'aujourd'hui, que forcément il faut opposer ça à. Non, je ne pose pas justement, j'essaie de dézoomer pour voir les phénomènes. Qu'est-ce qui se passe? Les quartiers, a fortiori, sont abstentionnistes, commencent légèrement à voter à droite et fondamentalement démissionnent de la gauche. Ces phénomènes-là existent dans d'autres villes où, justement, face à la désindustrialisation et le chômage endémique, votent aussi à l'extrême droite ou s'abstiennent. Ouais. Là, je dis juste qu'il ne faut pas croire que seuls les quartiers... Parce qu'en faisant ça, vous alimentez encore plus la stigmatisation, alors que les jeunes de banlieue, eux, disent « laisse-moi tranquille ». Je fais bon an mal an, j'essaie de faire quelque chose, voilà, comme la fameuse ubérisation, etc. Ouais. Il se passe beaucoup de choses dans le monde entier, je m'expatrie et autres, ou en tout cas je profite des lois comme la loi Macron actuellement, qui me font respirer. Donc ton analyse électorale à mon endroit ne me parle pas, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais, Il faut faire attention de ne pas trop centrer toutes les difficultés sur ces quartiers-là, quoi. Voilà. D'accord, Mehdi Boutekmès. Moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire tout de suite par rapport à la stigmatisation des quartiers populaires, mais il faut aussi tout remettre en perspective par rapport à ce que représente le service public dans ces quartiers-là. Et c'est vrai, aujourd'hui, on remplace des dotations normales en finances publiques pour des collectivités par des dotations sociales, urbaines, etc., qui vont prioriser les villes les moins riches. Mais c'est aussi une réalité que les territoires les plus pauvres se retrouvent dans les périphéries ou dans les zones désindustrialisées, etc., et qui finissent par devenir des quartiers populaires. Et aussi, c'est une autre réalité aujourd'hui où la question sociale est rattrapée en France, on ne peut pas le nier, par la question raciale qu'on n'avait pas il y a 2 ans seulement, parce qu'il y a aussi le résultat de politiques de logement qui se faisaient avant par la nationalité. Une fois qu'on devient français, qu'est-ce qui se passe? C'est le nom de famille et ainsi de suite. Donc, ces relégations territoriales, elles existent et tu as raison de le préciser, elles ne sont pas qu'en Île-de-France. Les dom-toms, c'est une catastrophe. Les territoires ruraux, qu'on appelle ruraux, etc. Et on est toujours dans une taxinomie qui doit nous faire comprendre qu'il y a un problème et qu'on est dans un processus. Il n'y a pas de processus qui est enclenché de résolution puisque politique de la ville, contrat de ville, rénovation urbaine, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, dotation de solidarité, tout ça, tous ces mots-là qui arrivent sont là pour pallier uniquement à un manque structurel de services publics dans les quartiers. Et là où il y a un autre problème, c'est que oui, il y a le mot quartier qu'il faut redéfinir, parce qu'il y a des quartiers dans le 16e arrondissement, il y a des quartiers à Neuilly, c'est une réalité, mais c'est aussi le mot populaire qu'il faut repenser. Aujourd'hui, on parle de quartiers prioritaires, donc sur les 11 200 et quelques euros par an pour des personnes qui vont sur un territoire, qui vont définir l'homogénéité. Oui, c'est le seuil voilà. de Et revenu. beaucoup de villes de banlieue parisiennes sont sorties de la nouvelle géographie prioritaire. Exactement, parce qu'ils ne sont pas suffisamment densifiés alors qu'ils sont totalement traversés par les mêmes problématiques. Donc il y a tout un problème. En plus de ça, on a un gros souci, c'est qu'il y a une réforme qui a été faite, elle n'est pas totalement appliquée à la fin du mandat. Donc là, on a un problème qui est particulier puisque la droite peut revenir au pouvoir au niveau même du gouvernement, si ce n'est des présidentielles, et défaire ce qui a été fait, mais qui n'a même pas réellement été appliqué. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on est sur une période, au maximum, on peut prendre 30 ans. Mais 30 ans, avec le passage au quinquennat, ça change, le rythme politique est différent.
en plus avec des élections législatives qui sont collées aux élections présidentielles, donc on a encore moins de réels retours sur les tendances électorales. Et c'est là où, c'est vrai, la question du désengagement électoral est claire par rapport à la capacité pour les politiques dans ce pays à régler le problème des gens. Et le tous pourri gagne du terrain. Là, l'affaire qu'on a par rapport à François Fillon, qui ressort, mais au final, tout le monde, quasiment pour les grands élus, a baigné là-dedans à un moment ou à un autre. Donc, finalement, quelqu'un fait de la politique, mais il fait carrière dans la politique. Moi, je veux m'en sortir, je vais trouver ma voie ailleurs. Et je vais me débrouiller, c'est clair. Mais par rapport au service public, on ne peut pas se débrouiller. Quelqu'un qui se débrouille pour lui-même, pour avoir de l'argent, ok, mais pour tout le reste des services publics qui sont liés à l'entretien d'une famille ou quoi que ce soit, on ne peut pas se débrouiller tout seul. Et là, il y a un autre enjeu qui est vraiment lié au service public, au vote gauche-droite, dit gauche ou droite, etc. Et ce que font dans les collectivités la gauche et la droite, et les gens ne le savent même pas encore. Je vous remercie. On fait une petite pause.